Arbres, forêt, je trouve, nuages qui passent, hein. Deux papillons volettent sur les tiges de graminées. On dit les papillons éphémères, ne vivant guère plus d'une journée. Vers où vont-ils? Ont-ils un but? Ou se laissent-ils porter par le souffle du vent? Quelle conscience d'être ont-ils? Et se savent-ils être mortels? Leur vol, qui semble nourri d'insouciance, de légèreté, m'évoque par contraste le poids que constitue le fait de se savoir mortel pour la plupart des êtres humains. Nous le savons à peu près tous que nous sommes mortels, et assez tôt dans l'existence, et nous l'oublions le plus souvent pour avancer dans la vie. Mais il est un moment de bascule où l'annonce d'une maladie grave nous fait plonger dans le temps compté d'avant la mort, qui, d'un coup, devient beaucoup plus proche. Que cela soit nous qui sommes concernés, ou une personne proche, ou une personne que nous accompagnons. Cette éventualité de la mort quitte alors le statut d'idée, de choses que l'on sait, pour passer au statut d'événement qui va arriver et dont on ne connaît rien ou si peu. It becomes something real, an event that is about to happen, and yet about it we know nothing of it. Efficace ou provoque de graves complications. Donc, du moment de l'annonce à la mort, qu'est-ce qui est vécu? Comment cela est vécu par autant d'individus différents? La vieillesse est une autre approche de la mort, plus lente, mais tout aussi certaine. Quelle résilience peut être développée par chacun d'entre nous pour vivre cette période essentielle de notre existence en tant que patient ou accompagnant, que ce soit d'une personne proche ou en tant que professionnel, soignant, instructeur de méditation? Qu'est-ce que toutes ces années d'exercice en soins palliatifs m'ont appris sur ces points et dont j'ai été le témoin? En effet, j'ai travaillé et je travaille encore essentiellement en équipe mobile de soins palliatifs en milieu hospitalier, mais j'ai été aussi à domicile ou en maison de retraite, en France métropolitaine et outre-mer, avec des missions en Népal. Il y a eu aussi des vécus plus personnels, notamment la confrontation à la maladie grave pour moi-même à l'âge de 25 ans. Une remarque quant à la définition des soins palliatifs. Ce sont des soins actifs, pluridisciplinaires, précoces, ayant leur place dès le diagnostic de maladies graves potentiellement mortelles et pas seulement en fin de vie. C'est un accompagnement physique, psychologique, social et spirituel du patient et aussi des proches et des soignants qui s'en occupent au quotidien. Nous sommes donc tous concernés, soit pour nos proches, soit dans l'exercice de notre métier ou pour nous-mêmes. Et plus particulièrement en ces temps de pandémie Covid-19. S'il est normal et non pas scandaleux de mourir à 80 ou 90 ans, ce qui peut être scandaleux, c'est le comment ces personnes décèdent. C'est un des enjeux des soins palliatifs. J'ai dégagé un certain nombre de points et je vous propose, avec Michel Renner qui assure la traduction, un temps de silence après chaque point abordé pour laisser résonner les mots en nous, pas seulement sur le plan intellectuel, mais dans toutes les dimensions de notre être. Premièrement, repositionner la mort comme un processus naturel. Lorsque nous sommes nés, nous mourrons. La mort est un processus naturel. Les deux papillons qui voletaient sont sûrement morts à l'heure où je vous parle, et pour chacun d'entre nous, notre heure viendra et nous ne savons pas quand. Deuxième point, ne pas vouloir trop planifier notre mort. Où, quand, comment, nous n'en savons rien.
Certes, nous pouvons émettre des souhaits, les faire connaître à notre entourage, voire poser des actes en écrivant ce que nous appelons en France des directives anticipées, par exemple avec le moins de souffrance possible, plutôt à la maison ou à l'hôpital. Un peu, mais pas trop d'anticipation, comme nous le disait Satish ce matin. Ne pas vouloir trop planifier notre mort. Dans nos existences de plus en plus planifiées, il s'agit de retrouver le goût de l'inattendu, l'esprit d'accueil de ce qui vient, de ce qui est, quoi qu'il arrive. Et là, la méditation, l'entraînement à la méditation, mindfulness ou pleine attention entre en jeu. Pratique de la méditation ouverte à tout ce qui vient, sensations, pensées, émotions. Constate que cela vient et part, change à tout instant. Et donc, mes douleurs physiques, morales, elles aussi vont changer, se modifier. Pratiquer une initiation à la méditation pour des personnes gravement malades, comme il m'arrive de le faire à leur demande, c'est difficile. Car de par la difficulté de concentration, l'épuisement, ce n'est pas dans la tempête que l'on apprend le mieux à naviguer. Il vaut mieux apprendre, s'entraîner avant pour être en mesure de garder le cap dans la tempête. S'entraîner dès à présent à la méditation pleine conscience est un facteur de résilience. Mais attention au paradoxe. Ne pas pratiquer la méditation pour aller mieux, pour se détendre, pour renforcer sa résilience. Non, méditer pour être dans l'ici et maintenant, ici et maintenant, et pas pour être détendu demain, même si cela y contribuera. Méditer pour être ici et maintenant, car c'est là qu'est la vie. Ce n'est pas hier dans le passé ou dans l'avenir qui, par définition, n'existera jamais. Et c'est parce que nous vivons pleinement notre vie aujourd'hui que lorsque les jours seront comptés, il y aura moins de regrets. Pas d'illusion, il y en aura, mais moins. Donc s'entraîner dès à présent. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. En effet, c'est la richesse de notre existence d'aujourd'hui qui nourrira la qualité de nos derniers instants. Un adage dit que l'on vieillit et on meurt comme on a vécu. Les grincheux seront encore plus grincheux. Ceux que l'on a plaisir à aller visiter seront entourés, du moins si les circonstances le permettent, parce que le Covid ne l'a pas toujours permis, loin de là. Plus notre vie sera pleine maintenant, et plus nos derniers jours pourront être vécus dans la plénitude. Bien sûr, j'entends par richesse et plénitude de notre vie, non pas les richesses matérielles ou l'accumulation d'expériences, ni même de désirs satisfaits. Non, je veux dire la richesse des partages, des sentiments vécus, plénitude des instants vécus. La contemplation d'un brin d'herbe et de 2 papillons peut être plus pleine que de voler en parapente. Autre paradoxe, la plénitude a besoin pour se déployer de lenteur, d'économie de moyens et non pas d'accumulation. La méditation assise sur notre zafou ou notre chaise en est un bel exemple. Ces instants, même fugaces, sont des trésors. Plénitude de l'instant. Nous n'avons besoin de pas grand-chose pour éprouver ces instants de joie,
Pas besoin de casque de réalité augmentée, ni même de support audio de méditation pour ceux qui, parmi nous, ont l'habitude d'utiliser ces enregistrements et autres applis. Sachons les laisser tomber. C'est bien pour débuter. Après, nous n'en avons plus besoin, pas à chaque fois. C'est comme des brassards dans la piscine. À un moment donné, nous pouvons aller nager dans la mer sans brassard et nous découvrirons la fluidité et l'infini. Et nous saurons les retrouver presque à volonté, y compris dans une séance de chimiothérapie ou dans la salle d'attente du médecin. Volonté et laisser faire. Je peux mettre en œuvre un certain nombre de points, l'assise, l'habitude quotidienne, et il y a ce que je ne contrôle plus du tout, le flux des pensées, les peurs. Lâcher prise, pas si facile. Volonté et laisser être, y compris cet état de fatigue profonde, cette perte d'autonomie lorsque la maladie est là. Laisser être, ou c'est ainsi, plutôt que le terme d'acceptation trop ambivalent à ne pas confondre avec la résignation. Le travail sur les peurs, les émotions, non pas sans émotion, mais libre des émotions. Citation au cœur de l'enseignement d'Arnaud Desjardins et de son maître Swami Prajnanpal. Travail fondamental et indispensable en évitant le piège de se réfugier dans la méditation lors des confrontations avec la réalité quotidienne dans le monde et que cette réalité peut faire monter en colère, en tristesse et autres émotions difficiles et désagréables. Et suis-je en train de vous parler de chemin spirituel ou de soins palliatifs? Pour moi, les deux sont indissociablement liés. Car j'ai découvert les deux sensiblement dans la même période de ma vie, et surtout parce que l'une comme l'autre approche sont un apprivoisement de la mort et donc de la vie. Ces deux approches renforcent notre résilience. Et cette citation dont je ne connais pas l'origine, si ta maison brûle, plonge dans les flammes là où elles sont les plus hautes, c'est-à-dire l'accueil, le plongeon même dans le ressenti de ces émotions, en particulier les peurs que nous aidons en soins palliatifs à décortiquer et donc à désamorcer. Peur de la souffrance, très souvent, bien légitime, peur du passage parfois, et tant d'autres auxquels, en tant que professionnels de soins palliatifs, nous allons aider à accoucher, à apaiser par de nombreux moyens. Mais c'est dès à présent que nous pouvons chacun travailler sur nos peurs, la peur de la mort étant considérée comme la racine de toutes les peurs. L'apport des soins palliatifs en matière de soulagement des douleurs physiques par des traitements médicamenteux et non médicamenteux. Ne plus avoir peur de la morphine si nous souffrons beaucoup, et en particulier dans les douleurs du cancer, qui, cette morphine bien maniée, préserve la conscience, voire éclaircit la conscience quand celle-ci est envahie par la douleur intense. L'accompagnement psychologique pour décortiquer les peurs, je l'ai dit, déposer les souffrances. Accompagner, c'est étymologiquement, en français du moins, partager le pain. C'est symboliquement marcher à côté, pas à pas, ni devant, ni derrière, mais à côté, au même rythme, permettant le cheminement personnalisé. Quatrième axe de cet accompagnement, l'accompagnement social, troisième, pour aider à dénouer les problèmes financiers parfois, prévoir les aides, accompagner les projets de vie. Dans quel lieu cela sera-t-il possible?
soutenir les proches. Et puis, c'est accompagné jusqu'au dernier instant, pour reprendre le titre de mon livre. Et le patient souhaite-t-il mourir les yeux ouverts ou souhaite-t-il une sédation? En particulier en cas de symptômes majeurs comme une dyspnée paroxystique, c'est-à-dire pour ne pas ressentir le fait d'étouffer, sans pour autant précipiter volontairement le décès, c'est-à-dire sans pratique euthanasique. Tout cet apport des soins palliatifs m'a permis de recueillir le vécu de certains patients qui témoignent. Un homme m'a dit « Je sais ce qui m'attend au bout du chemin. Je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Alors pourquoi en avoir peur ?» Il a dû percevoir mon étonnement dans mes yeux, à défaut de le voir sur mon visage masqué. Alors il a ajouté très tranquillement « C'est vrai, pourquoi avoir peur de ce que l'on ignore? Je vis au jour le jour. » C'était pour lui d'une évidence confondante, logique, imparable, d'une totale simplicité. Et il incarnait ce qu'il disait. Cela m'a impressionné et réjoui quand pour tant d'autres, le même constat de cette ignorance dans la confrontation à la mort alimente des craintes qui les consument. Ce patient a continué à s'occuper de son jardin, en particulier de son potager et de ses roses. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital quelques semaines plus tard, il m'a redit « Je ne sais pas ce qu'il y a après, alors pourquoi en aurais-je peur ?» C'est Socrate qui lui avait enseigné cette philosophie qu'il avait fait sienne, tout en précisant très simplement « Je ne sais pas si cette absence de crainte sera là jusqu'à la fin. » Cette absence de crainte a été le cas pour cette femme hospitalisée qui ne parlait que de choses en apparence futiles, tant à sa famille qu'à nous soignants. Est-elle consciente de ce qui lui arrive, disaient les uns et les autres? Est-elle dans le déni? Et sous-entendu, faut-il l'en faire sortir? Et pourquoi? Cependant, un jour, allant la voir seule, et non pas accompagnée d'une de mes collègues infirmières ou psychologues, comme à l'habitude de nos interventions en binôme, elle me dit directement « Je n'ai pas peur de la mort, je l'ai déjà vue de très près lors de mon accident de voiture et lors de mes tentatives de suicide. » Et puis, aussitôt, elle passe à autre chose, une remarque sur sa belle chemise de nuit apportée par sa belle-fille. Elle ne mangeait plus depuis des semaines. Elle est allée au bout de sa vie, elle qui avait voulu l'interrompre à plusieurs reprises avant d'être touchée par le cancer. Pour un autre, j'avais été happée, interpellée par l'ambiance subtile, lumineuse ou lumineuse, comme dans les lieux sacrés, dans la chambre de cet homme à l'agonie. Je ne l'avais rencontré qu'une fois, une semaine avant. Je savais de lui simplement qu'il avait beaucoup pratiqué la boxe jusqu'à 70 ans, ce qui m'avait interrogée intérieurement. Quel est l'intérêt de la boxe? Je m'étais surprise dans ce jugement à l'emporte-pièce, alors qu'habituellement j'aborde les patients l'esprit libre, sans attente ni jugement, grâce à l'entraînement de la pleine conscience. Cet homme avait donc maintenant, quand je l'ai vu, 80 ans. Et après avoir énuméré avec fierté toutes les différentes boxes qu'il avait pratiquées, il s'est fait silencieux, a pris un moment d'intériorisation et il a ajouté « La boxe m'a appris la volonté. » Je n'ai rien su d'autre de son parcours, si ce n'est qu'il est parti seul, très paisible, dans la lumière. Un troisième me disant « Vous avez rendu ma vie heureuse. » Il me dit cela quelques heures avant sa mort, car nos rencontres lui avaient permis de lâcher sa posture d'homme fort, de mâle, je dirais, qui n'a pas besoin d'aide, qui, avec sa maladie de Parkinson et un cancer le touchant à un âge précoce, préférait se traîner par terre plutôt que de se faire aider par ses proches.
Tout le monde autour de lui en souffrait, et lui aussi, bien sûr. Quand il a accepté l'aide nécessaire, sa femme, son fils se sentirent utiles, et lui, faisant moins d'efforts, s'essoufflait moins vite et se sentait mieux. Cela avait été possible en permettant d'établir entre eux un parler vrai et d'accepter cette aide proposée. Parler vrai, verbaliser les non-dits, ne pas attendre pour se réconcilier, mettre à plat les différends, les malentendus. Cela nous désencombrera dès à présent. Cela nous permettra de profiter du temps qui nous reste à vivre, des décennies peut-être, à vivre en harmonie avec nos proches. Il n'est jamais trop tard, ni trop tôt. Tous les conflits larvés ou visibles, explicites, sont exacerbés en cette phase où un membre de la famille est sur le point de quitter le navire. Tout l'équilibre du système familial est ébranlé et doit s'ajuster, se réorganiser. Parler vrai. Laisser tomber les certitudes et parfois même nos principes pour cultiver la fluidité d'être et de rester dans le flux, le flot de l'existence où la vie nous poste. Inutile de vouloir nager à contre-courant, de s'arc-bouter à sa branche que l'on croit solide. Laissez tomber nos certitudes. Enfin, et dernier point, je peux témoigner qu'une mort paisible est possible. Elle dépend beaucoup de nous. Elle dépend aussi de la société avec des soins adaptés, des soins palliatifs. Elle dépend de notre entourage, celui que nous avons créé, entretenu, familial, amical, au voisinage. Cependant, elle dépend beaucoup de nous. Une mort paisible est possible. Mais elle ne sera pas toujours donnée, même si nous avons tout mis en œuvre. Alors en conclusion, vivons pleinement dès à présent. Méditons en pleine attention, en pleine présence, en exercice formel, assis, marche, body scan, et aussi en toute occasion, dans la nature et à chaque instant de notre vie, dans ces pratiques dites informelles. La méditation est un entraînement pour cette vie pleine qui nous la fera quitter, non pas sans bataille, sans crise, voire sans souffrance, mais une vie digne jusqu'au bout est possible, avec des soins palliatifs appropriés, où le soin devient un art soignant pour une prise en charge globale de la personne dans toute son humanité et sa singularité. L'innovation et la créativité au quotidien ne sont pas de trop. Enfin, malgré la période qui voudrait nous imposer le contraire, ne négligeons pas les rituels autour de celui qui est mort. Ce sont ces rituels qui ont signé notre entrée en humanité, le passage de l'homo sapiens à l'homo sapiens sapiens, celui qui sait qu'il sait. Ce sont ces rituels classiques ou réinventés qui nous aideront à intégrer la réalité de la perte d'un être cher, nous permettant progressivement de réinvestir notre existence.
Cependant, la tristesse est inéluctable, hein. Elle est signe de notre humanité. Toute cette approche est sous-tendue par une empathie inconditionnelle, hein, par la compassion et un humanisme créatif. Donc, vivez et n'attendez pas à demain pour respirer les roses de la vie et être plein de gratitude pour ces papillons qui nous apprennent l'art de l'éphémère. Je vous remercie.